Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode des Insiders. On a le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui Jean-Louis Cussac, que vous devez tous connaître, intervenant sur BFM Business depuis des années et des années. Jean-Louis a une énorme culture sur le marché financier, mais surtout énormément d'histoires à nous raconter. Il a commencé sa carrière dans les années 80, mais il va nous expliquer ça de lui-même. Jean-Louis, bonjour, merci de nous avoir rejoints. Et voilà, on est ici pour parler de toi. Donc on va parler de toi, je pense, au moins en 2 épisodes. Donc on va faire notre premier épisode, on fera le deuxième une prochaine fois pour nous expliquer un petit peu comment a fonctionné le marché, d'où tu viens, ce que tu as fait, etc. Mais c'est vrai que j'ai eu l'honneur et le bonheur de discuter avec toi de nombreuses fois et il y a beaucoup de choses à raconter, je pense, à nos auditeurs. Ouais. Et là, on peut dire qu'on est dans l'impro, hein, c'est-à-dire que je ne connais pas les questions d'avance, je ne sais pas. Le but du jeu d'ici, voilà, l'idée rien de préparé. Rien n'est préparé. Les insiders, l'idée c'est vraiment qu'on soit en conversation détendue. Exactement. Et comme si on était dans notre salon, et puis on a Prince et Basse qui sont là aussi. On va te poser des questions sur plein de choses. Et surtout, raconte-nous tout ce que tu sais. Fais comme s'il n'y avait pas de micro. C'est ça qui nous intéresse, comme si on était en fin de soirée avec un petit verre et on racontait un peu et on refaisait le monde. Déjà, je vous dis, ce n'est pas possible. Il y a des choses... Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter? Alors j'allais dire rapidement non, mais est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que tu as commencé? Et puis moi ce que je propose, c'est qu'on regarde déjà toute la partie 1980-2000. Comment j'ai commencé Ouais, comment tu as commencé? Pourquoi est-ce que tu es rentré en bourse déjà? Qu'est-ce qui t'a fait venir sur les marchés? Par hasard. Ouais. En fait, je faisais mes études, j'étais pion, surveillant d'internat, et un jour le banquier me fait investir de l'argent grâce à la loi Monory qui a amené beaucoup de monde sur la bourse. Hein. C'est-à-dire qu'il y a eu le avant Monory, qui était ministre de l'économie, qui a créé une loi de défiscalisation en investissant en bourse. Moi, je ne me souviens plus des détails, mais et le après, où là, vraiment, les Français ont eu une relation avec la bourse beaucoup plus forte. Et moi, il m'a acheté des actions, et en 81... Tu te souviens de l'action? Les actions qu'il m'a achetées? Ouais, Général Deso, Thomson CSF, Arjomari Priou, Eurafrance. Alors il faut dire aussi une chose importante pour nos auditeurs et pour vous, c'est que Jean-Louis a une mémoire démoniaque. J'avais. Toujours, et il est même capable de jouer plusieurs parties d'échecs en même temps. Ah ouais. Voilà. Quand il était plus jeune. Mais aujourd'hui encore, c'est parce que tu joues plus là. Plusieurs parties en même temps, c'est rien. À l'aveugle, c'est plus dur. Voilà, à l'aveugle. Voilà, c'est pas mal ça. Voilà. Donc il y a quelques compétences. Donc voilà, donc, je te laisse continuer. Ouais, donc voilà, il m'a fait investir. Alors ça m'intéressait pas trop. Moi, je me destinais à mes études un peu. Et puis, je jouais aux échecs en fait à l'époque. Moi, si vous voulez, j'étais fan du jeu d'échecs. J'ai appris en très peu de temps, tout seul dans mon coin. Et quand j'ai vu que je ne pourrais pas gagner ma vie aux échecs, même si j'avais réussi quelques petits trucs, j'avais une chronique dans un journal, je me souviens, La République du Centre, je me souviens bien, Monsieur Carré qui m'avait donné cette chronique, et je le remercie vraiment, enfin il doit être décédé depuis, mais ça a été une aide énorme. Et voilà, j'ai abandonné les échecs quand j'ai vu que la bourse, en fait, c'était assez marrant. Et quand en 81, tout s'est écroulé avec l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir, alors déjà, j'étais assez actif, je regardais, enfin actif entre guillemets, mais je suivais. Comment tu passais tes ordres? C'était sur par téléphone. Au début, j'étais à la fac d'Orléans-la-Source. Donc, et pour suivre les cours, c'était quoi? C'était Le Figaro? C'était non, tu lisais un journal en fait? C'était après les journaux, Le Figaro. Ça pouvait être des journaux, oui. Ouais, tout à fait. Le day trading était difficile à l'époque. Impossible. De toute façon, il fallait être sur place déjà. Donc, et quand donc tout s'est écroulé, je me suis dit, c'est marrant ce truc-là, ça va monter, ça baisse fort. Puis voilà. Mais à partir de là, je m'y suis intéressé vraiment très fort. Quoi. Donc, et quand moi, je fais quelque chose, comme les échecs, en 2 ans de temps, je suis devenu quand même un des meilleurs joueurs. Et là, je me suis dit, allez, j'y vais à fond. Et moi, je bosse. Quand ça m'intéresse, je suis capable de bosser, je sais pas, 20 heures par jour. Quoi. Mais donc, du coup, comment tu as appris? Au départ, j'ai posé des questions par écrit. Et mon correspondant chez l'agent de change s'arrachait les cheveux. Et puis, je suis monté à Paris. J'ai tout quitté. J'ai rencontré une femme à qui j'ai dit, voilà, moi j'ai rien, mais je vais me lancer là-dedans. Elle s'est dit, pourquoi pas. Il est rigolo, lui. Pourquoi pas vivre un moment avec lui, peut-être. Donc, je me suis
Je me suis mis avec elle et puis je suis toujours avec elle d'ailleurs. Oh, c'est beau. Ouais. Ça fait combien d'années? Ça fait 40. On s'est vraiment mis ensemble en 82, donc ça fait 42 ans. Donc ça c'est veut beau. dire que l'amour de la bourse et l'amour de ta femme ont commencé en même temps. Ouais, C'est beau ça. c'est ça. Et donc, voilà, j'allais à la bourse tous les jours. Donc, Quand j'ai tout quitté, je me suis installé chez elle à Paris. Et donc, voilà, j'allais tous les jours. Elle, si vous voulez, elle était gérante de portefeuille, toute jeune. Elle avait commencé. Elle avait fait un truc pas mal pour l'agent de chance qu'il avait embauché. Au départ, elle était partie d'un stage. Et puis, ça m'a facilité l'accès à la bourse, c'est vrai. Parce que, bon, il y avait quand même... très vite, il y a eu, si vous voulez, un badge pour rentrer. Quand tu dis la bourse, c'est vraiment le T'étais à la palais Brognard. Brognard. Voilà, t'allais au ouais, palais Brognard. Brognard dans l'enceinte de la Et bourse. c'était filtré parce qu'il y avait eu une bombe qui a failli exploser. Et la bourse, c'était hyper dangereux parce que c'était une verrière tout en haut. Et si la bombe avait explosé, tout le verre était... Et ils ont vraiment trouvé la bombe, hein. Elle faisait tic-tac. Ah ouais. Hein. Ah oui, elle était dans un sac. Et ma femme était là d'ailleurs. Ah ouais. Et tout. Ça, c'est en quelle année? En 82? Oh, je sais plus, mais au début des années 80 de toute façon. Ouais. Et donc, voilà, il fallait un badge pour entrer, c'était super filtré, il y avait des vigiles tout le temps, de partout, etc. Mais du coup, comment on faisait pour pouvoir avoir une place là-bas? En fait, pour avoir une... Pour pouvoir rentrer, pour pouvoir avoir une place les à la bourse. particuliers pouvaient rentrer à la bourse. D'accord. Hein. Dans le film, c'est quoi? C'est Pouic Pouic avec Louis de Funès, on le voit avec... en bourse, il va déjeuner au vaudeville. Enfin, c'est ce qu'on faisait aussi. Ça, hein. Quand on gagnait un peu de sous, on pouvait aller déjeuner au vaudeville. Sinon, on allait chercher un sandwich. Et non, mais c'était une ambiance extraordinaire. Moi, j'ai vécu des années 82, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Franchement, c'était un bonheur. Ça a été un bonheur. Un grand bonheur. Tu passais tes heures donc en physique, Alors, tu regardais la personne, là, tu passais les signes ou tu téléphonais? Il y avait Comment tu faisais, différents en fait groupes de cotation. Quand on était sur place, on avait ce qu'on appelle des fiches, des petits papiers. En haut à gauche, on mettait achat ou vente. Au milieu, on mettait par exemple 1000 Peugeot. En haut à droite, on mettait le prix. En dessous, on mettait mon ordre est valable pour la journée, J ou R révoque. En bas à gauche, on mettait son numéro de compte. Et en bas à droite, on mettait la date. 5, 4, hop, voilà. On donnait ça celui au commis de bourse, qui lui, sur le pit, là, sur le floor, il y avait plusieurs groupes de cotation, mais il exécutait l'ordre. D'accord. Donc toi, tu étais derrière, tu étais au back-office en fait, c'est ça? Moi, j'étais dans la bourse, il n'y avait pas de back-office là. Enfin, oui, ce que je veux dire par là, c'est que c'était une espèce d'amphithéâtre. Tu avais le front office, donc ceux qui donnaient leur... On ne parlait pas comme ça de front office. On avait les groupes de cotation, groupe A, B, C, D, etc. Il y avait différents groupes de cotation. Au milieu, les gens se baladaient pour passer des ordres, pour discuter, etc. Et chaque agent de change avait un box où il avait un téléphone, il réceptionnait les ordres de clients, ceux qui étaient un peu actifs, qui avaient le numéro du box, parce que ce n'était pas le cas de tout le monde, qui passaient les ordres, etc. Et là, quand un gros client, par exemple, passait un ordre au box, eh bien, la personne qui prenait l'ordre allait sur le groupe de cotation où la valeur cotait et elle donnait la fiche pour que l'ordre soit exécuté. Donc elle donnait la fiche quelqu'un avec une veste de couleur comme on voit dans les films. À l'époque. Ils étaient tous en costume cravate. Okay. Chaque personne connaissait son commis, c'est-à-dire le représentant de la charge d'agent de change avec qui on travaillait. Bon, on les connaissait tous. Après, ils avaient tous des surnoms. Voilà, donc, on lui donnait la fiche et il exécutait l'ordre. Moi, sur un papier, je notais l'ordre que j'avais exécuté pour y penser. Lui, une fois que l'ordre exécuté, il rayait, il rangeait dans son carnet et c'était ensuite passé dans les comptes, etc. Et les groupes de cotation, ils correspondaient à quoi? Il y avait différentes valeurs sur les différents groupes. C'était par capitalisation. Il y avait une répartition des groupes... une répartition des valeurs sur plusieurs groupes à la criée, parce qu'il y avait quand même... La bourse ouvrait et les cotations commençaient, mais c'était valeur par valeur. Ouais. Quand il y avait beaucoup d'ordres, donc à cause de la honorerie, la bourse durait beaucoup plus de temps qu'avant. Avant, ça finit... Alors, je ne sais plus les horaires exacts, j'ai un peu oublié ça, mais midi, 14h par exemple, ou 14h30, il y avait des fixings un peu à la fin. Mais parfois, la bourse, ça finissait à 15h30. Avec l'afflux des ordres de la honorerie, c'était de la folie. La cloche sonnait, mais on continuait. Les transactions n'étaient pas terminées, loin d'être terminées.
Il y a eu une période au début des années 80 où il y a eu un afflux d'intérêt extraordinaire. Et comment tu vois les cotations? C'était celui qui est marqué au tableau? Alors, moi, le gros avantage que télés, j'avais, c'était pas forcément la mémoire, c'était que j'avais une vue extraordinaire. Donc, quel que soit l'endroit où je me trouvais, je voyais le cours, qui était écrit, et je voyais bien si... alors, on travaillait au bruit, et on voyait le prix, s'il y avait de l'intérêt ou pas, réserve à la hausse, par exemple. Enfin, j'avais une bonne vue, je voyais bien... Mais il n'y avait pas de graphique? Les graphiques? Ouais. Alors, si, il y avait un truc qui s'appelait PAI graphique. C'était un cahier où les gens étaient abonnés, qui était mis à jour tous les 15 jours, et entre-temps, tu le faisais à la main, plus ou moins comme tu pouvais. Ouais. Mais non. Ouais, c'était juste les cours qui étaient affichés, et à toi de te rappeler, en fait, à toi de noter, en fait, tu te débrouillais comme tu pouvais, de savoir où est-ce qu'on en était. Et on travaillait beaucoup au bruit, beaucoup à la rumeur, beaucoup... c'était... Et moi, là, c'est là où, quand j'ai démarré, mon mentor, ça a été donc Gérard Stoli, j'en avais parlé déjà dans une autre interview, qui avait une dizaine d'années de plus que moi, et qui... peu plus peut-être, mais qui avait eu une expérience déjà avec... il me racontait aussi beaucoup d'histoires, c'était super intéressant. Lui, grâce à quand Mitterrand est passé, il a eu à ce moment-là des bruits où il a réussi à gagner beaucoup d'argent en shortant le marché juste avant. C'est là vraiment il a fait un peu de sa fortune. Et voilà. Et donc il m'a appris beaucoup de choses. C'était super parce que en fait, c'est dur de savoir comment les choses fonctionnent dans le détail. Après, moi, ça m'a toujours intéressé. C'est-à-dire, je discutais beaucoup avec les back-office. Souvent, quand je vois des jeunes qui veulent devenir traders, je leur dis n'aie pas peur de commencer ton stage au back-office. C'est super intéressant. Aujourd'hui, par exemple, connaître le pré-emprunt de titre, connaître plein de choses comme ça, c'est important. Et voilà, le fait de discuter... qui m'a apporté beaucoup d'informations. Parfois, on faisait beaucoup de coups comme ça. Il avait sur ESSO, je me souviens, ESSO, BP, ZCI, c'était un peu Gérard à l'époque ses valeurs favorites. Alors moi, à un moment donné, j'en faisais même plus que lui parfois. Bon, pas toujours avec succès. Mais du coup, c'était basé beaucoup plus sur la rumeur en fait pour faire des paris spéculatifs. Parce que le bruit. Quand par exemple sur un groupe de cotation, il y avait beaucoup de gens qui achetaient, ça faisait du bruit. Tout le monde veut acheter. Alors c'était je prends. Il parlait fort. Tout le monde allait dans le même sens. Hop, tout de suite, le regard était attiré par ce qui se passait. Et tu faisais que des actions à ce moment-là? Il n'y avait que ça qui existait ou... Alors on faisait des primes. C'était l'ancêtre des options. Ouais. Et donc j'ai commencé comme tout le monde, un peu doucement. Mais après, je suis devenu le plus gros opérateur sur les primes. Alors les primes, et puis après, moi j'avais créé pas mal de petits... Enfin, j'avais pas vraiment créé, mais j'avais, oui, un peu quand même, parce que je faisais beaucoup d'options jour à l'époque, pour le lendemain. Je créais des options pour le lendemain. J'en faisais coter, c'est-à-dire que c'est moi qui disais, voilà, je suis preneur à tel prix d'une option ou vendeur d'une option. Donc je travaillais déjà, avant même que les options démarrent, ces formes d'options qui ne sont pas les options vanille classiques, celles qu'on peut les trader aujourd'hui, des options un peu exotiques. Du coup, c'était, je me souviens, un des plus gros coups de bourse que j'avais fait au début, c'était des options de vente du double, par exemple. Vous voyez, ça n'existe pas. Option de vente ou option d'achat du double. C'est-à-dire qu'on s'engage à en acheter 1000 ou 2000, et c'est à la fin qu'on choisit, mais on doit en acheter 1000 à coup sûr ou 2000. D'accord. Avec un prix différent du cash. C'était en quelle année ça? Mon coup là, c'était 84, je crois, un truc comme ça. C'était sur Creuse-de-Loire. J'avais fait un truc, je me souviens, j'avais fait... Parce qu'on affichait les demandes à la corbeille, tout en haut là. Donc j'avais fait mettre, moi j'avais passé un ordre, je me suis dit voilà, si tu peux me faire coter ça, ça m'intéresse. Et c'est un gars qui s'appelait Jonathan, je me souviens de la charge Lavandera qui m'avait couru partout dans toute la bourse. Qui paye ça, parce que je payais cher, cette option de vente du double sur Creuse-de-Loire. Et il m'a tapé. C'était un gros faiseur. Hein. C'était un gros. Qu'est-ce que tu appelles un intermédiaire. Il m'a tapé, ça veut dire qu'il il m'a vendu la contrepartie. Quoi. Moi j'étais acheteur, lui il a vendu l'option. Mais c'est rigolo parce que c'est comparable finalement à un système d'enchères déjà à l'époque. De toute façon, la bourse c'est un système d'enchères, mais je veux dire à l'époque c'était vraiment flagrant en fait. T'arrivais aux enchères. Oui, parce que c'était la voie, donc c'était voilà.
C'était long. Parce que... Pour que ça cote, c'était pas comme aujourd'hui. Oui. C'était pas de Ça bougeait plus doucement. Et pour finir avec Cross the Loire, c'était au mois de juin, ça, je crois. J'avais fait une option sur 3 mois. Donc juin, juillet, août, septembre. Là, je crois que ça m'avait ramené en septembre. Août, je décide de vendre le double et l'action avait été suspendue dans l'attente d'un communiqué. Et donc, à l'arrivée à échéance, on me dit, bon, vous faites quoi? Vous vendez 1000 ou 2000? Mais j'en avais pas 1000 ou 2000, hein, j'en avais des milliers. Et moi, je dis, bon, ben, je vends le double. Ok, je profite de mon droit de vendre 2000 pour le faire. Donc, je me retrouve vendeur d'une quantité de Cross the Loire très importante. Et là, on attend. Mais c'est pas comme dans les films, hein, ça dure pas 1h30, hein, ça dure 3 mois. Non, parce qu'après, j'ai vécu d'autres des comme ça. Mais, à la fin du mois de septembre, non, mais le problème, c'est qu'à la fin du mois de septembre, les acheteurs, ils payent les titres. Donc moi, je me trouve avec à l'époque, il y avait des déports. Alors en fait, première fois au pair, c'est-à-dire que j'encaisse rien, mais je paye rien. Deuxième fois, je paye un déport. Je me souviens même du prix, hein, parce que c'était chaud. Hein. Ça a été un 0,05 le premier, mais 0,5 sur une valeur qui valait 30 balles, quoi. Donc je me paye 0,5, 0,6 de déport, un truc comme ça, ou 1 franc. Et le deuxième mois, je me paye un déport de 1 franc 50. C'est 5% du prix. Ça commence à faire beaucoup. Hein. Ça commence à faire chaud. 1 franc 50, moi j'étais short, je ne pouvais pas me racheter, c'était suspendu. Et là, le gouvernement envoie un communiqué, ils disent qu'ils enverront, ils donneront leur décision, en fait, parce que c'est eux qui prenaient la décision avant la fin de l'année, vers le 25 décembre, un truc comme ça. C'était juste avant qu'on puisse prendre les plus et moins values, quoi, éventuellement. Donc vers le 20 décembre, quoi, fin d'année. Ouais. Et donc un jour comme ça, il y a le Conseil des ministres, et ils annoncent que Cross the Loire ne sera pas sauvé et que la boîte dépose le bilan. Ouh. Et là, j'étais jeune, donc j'ai vécu la scène un peu d'un fauteuil pour deux sur l'Orange à un moment donné, c'est-à-dire que j'étais sur le pit à côté de mon commis, et donc Cross the Loire, je me souviens, il enlève le prix, 35 francs, il met 1 franc symbolique, il se retourne, tout le monde vend, tout le monde dit bah, je vends. Bah, même mon commis ne dit rien, il avait un ordre de racheter ma position. Ouais, parce que toi, tu étais short, toi. Toi, tu étais short. J'étais short, du coup. Ouais. Et là, tu ressens une dose d'adrénaline terrible. Donc, il met réservé à la baisse, quoi. Ouais. Et tu reprends les cotations un peu plus tard. Donc, un quart d'heure plus tard, il reprend les cotations, il met 0,9. Là, mon commis, il fait je prends. Et là, il prend. Tout le monde vend et lui. Et donc là, tout le monde regardait mon commis pour dire je prends. Alors là, machin, il notait 100, 500, 1000, 10 000, etc. Et à la fin, 90 centimes, je suis soldé. Et là. Bon, mais moi, en fait, j'étais très. Ça se voyait pas. Mais au fond de moi, j'étais très. C'était terrible. C'était mon deuxième coup, celui-là. Et. T'es allé au vaudeville, du coup. C'était vraiment. Ah non, mais là, c'était gros hein, pour moi. C'était beaucoup d'argent parce que. Bah, passer de 31 à 90. À zéro. Hein. Et je me souviens, il y avait juste après, donc quand j'ai racheté, il y a le Rouquin, parce que c'était son surnom, chez Wolf, il vient me voir et il me dit mais qu'est-ce que t'as foutu là, t'as racheté, ça vaut rien. Pourquoi t'as pas attendu 0? Alors il me dit, alors je dis bah écoute moi je sais pas. Ouais, peut-être. Mais non, je préfère prendre mon pognon. Et le lendemain, c'est pour ça que on a tout vu en bourse. Hein. Le lendemain, ils ouvrent les cotations à 90 centimes. Elles montent à 5 francs. C'est fou. Parce qu'ils ont 5 francs. Pourquoi? Parce qu'ils t'ont c'est là où tu te dis, mais les gens sont fous. Quand vous voyez les trucs, les gens, et la cupidité, ils se sont dit, non, mais c'est pas possible. Mitterrand, il est de gauche, il va sauver Cross the Loire. C'est pas possible. Donc ils se sont mis à acheter comme des dingues. Alors, à l'époque, c'était peut-être différent, parce que c'est vrai que ça m'avait surpris. À partir de là, ils ont suspendu les cours, et ça n'a plus jamais recoté. Et mon copain, je lui dis, mais t'avais shorté, il dit, qu'est-ce que tu fais? Ben, j'attends, il dit, moi, je sais pas quoi faire.
Et en fait, ça a été compensé à 0 à la fin. Donc, il s'en est bien sorti, je pense. Hein. Ouais. Il n'y a pas eu de... à l'époque, c'était un peu olé olé parfois. Hein. Les systèmes d'empreinte titre, etc., c'était pas comme aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, a priori, ça a vraiment fini à 0. Un jour, ils l'ont jamais recoté. Mais ils ont fait acheter des... Enfin, il y a des gens qui ont acheté 5, quoi. Ouais, c'est incroyable. Ouais. Ils ont tout perdu. Ouais. Et Alors toi, ça, t'as tout c'était gagné. Crozoir. Le premier coup que j'ai fait, là, vraiment, c'était sur une boîte... ça va me revenir, parce que je la connais qu'elle. Je lisais... c'est pareil, c'était en 83, ça, je pense. Je lisais un article dans un journal. Moi, je lisais beaucoup, quand même. Parce que je n'y connaissais rien. Donc, j'ai essayé de m'instruire. Et je me fais une idée sur une boîte. Et je me dis, cette boîte, elle devrait déposer le bilan. Donc, je la vends à découvert. Et il faut dire qu'à l'époque, comme ça faisait déjà 1 an ou 2 que je gérais le compte de mon grand-père. On n'avait pas de sous dans la famille, juste mon grand-père qui m'avait donné un peu de sous. Moi, j'avais un petit peu de sous. Des copains qui commençaient à me dire, tiens, on va... Et je faisais un peu le boulot de remisier, si vous voulez. À l'époque, c'était l'agent de change qui, grâce à son pouvoir, disait, voilà, tac, je te nomme je te donne le pouvoir de gérer des comptes. Voilà. Mais c'était lui qui prenait la responsabilité, éventuellement, des défauts qu'il pouvait y avoir. Donc, je gérais le compte de plusieurs copains, comme ça. Bon, enfin... Et j'avais vendu, je me souviens, cette boîte-là. Donc, voilà, OK. À découvert, ça valait 200 francs, je me souviens, un truc comme ça. Ou 20. Enfin, bon, ça valait pas... Et Gérard Stoli me dit, qu'est-ce que t'as foutu je lui dis, j'ai vendu, voilà. Il me dit, mais écoute, fais gaffe, parce qu'il y a une rumeur d'OPA. Ça, je me souviens très bien. Il me dit, moi, je suis pas dessus. Il me dit, mais j'ai un client, il a acheté pour 10 millions de francs. À l'époque, ça faisait beaucoup. Ouais. Bah ouais, c'était pas mal. Ouais. C'était Général de Fonderie. Général de Fonderie. Donc, il me dit, 10 millions de francs. Bon. Et arrive le vendredi, ils annoncent suspension de cotation dans l'attente d'un communiqué. Alors bon, je suis coincé là. Et Gérard me dit, Je te l'avais dit. je te l'avais dit, mais fais gaffe, quoi. T'as pas écouté, mais je te l'avais dit. Attends, il dit, mais lui, il n'en avait pas. Bon, non, mais c'est quelqu'un, Gérard, d'ailleurs, il m'a montré ça aussi, cette rigueur qu'il avait quand même, parce qu'on était tous un peu fous là-dedans, mais il était... Voilà, lui, ok, c'est pas parce que son client en fait qu'il allait en faire, quoi. Et le lundi, donc suspendu, et le mardi, ils annoncent dépôt de bilan. Waouh. Ça a été ma première convocation à la brigade financière. Ok. Ouais. Délit d'initié. Sympa. Voilà, suspicion de délit d'initié. Avec ma grande naïveté, moi j'arrive là-bas. Le gars, il a dû se dire, bon, lui, alors franchement, Il est sympa, mais voilà. c'est un coup de chance, quoi. Enfin, oui, il a bien compris que j'avais pas du tout été initié. Mais vraiment, parfois j'ai pu entendre des rumeurs, et genre, ok, mais là, alors là, pour le coup, il y avait vraiment que dalle. Et d'ailleurs, ce gars de la brigade financière, qui a fini patron de la brigade financière, il est mon âge. Et il m'a suivi jusqu'à la fin. Jusqu'en 2005, où j'ai eu plusieurs convocations. Parce que Quand tu dis t'as suivi, c'est qui t'a suivi il m'a gentiment suivi. ou Ils sont devenus il a amis fait à des enquêtes par tout le force des choses. Mais C'était des amis. Moi, Il je est veux en bas de dire chez une toi chose, avec sa j'ai voiture. toujours eu, que ce soit au niveau du... J'en ai eu des emmerdements au niveau du fisc et compagnie, j'ai toujours eu des gens bien en face. Mais j'ai ça toujours... Comme je fais pas mes impôts, je fais tout faire, moi, l'argent, je n'y touche pas. J'ai toujours eu des bulles fiscales, j'ai jamais eu de redressement, rien. Et j'ai été contrôlé, mais des dizaines de fois. Enfin, pour revenir à cette boîte que tu as shortée, sur quoi tu t'es basé en fait à l'époque? C'est là les coups de chance que j'ai pu avoir. Tout d'un coup, je me suis fait un avis vraiment discrétionnaire. J'avoue, c'est un peu de chance. Ouais, il y avait aussi. un peu de chance là-dedans. Bah oui, tu lis un truc, automatiquement tu peux être influencé. Mais moi là-dedans, je me suis dit, ils ne peuvent pas s'en sortir, j'ai l'impression. Voilà, donc j'aurais pu me tromper, bien évidemment. Mais à la base, ce qui t'a mis sur la piste, c'est que tu as lu quelque chose, une rumeur, quelque chose qui parlait. Non, c'était pas une rumeur, c'était un article. Ouais. C'était pas un journal financier, c'était un journal industriel à chaque fois. C'est pas Usine Nouvelle, enfin c'était un truc genre usine, quelque chose. C'était un journal qui parlait d'industrie, etc. D'accord. Voilà, et
c'était pas Investir ou le journal des finances à l'époque qui existait. C'était vraiment autre chose. Ouais, ça parlait plus de l'entrepreneuriat, enfin de l'entreprise en elle-même, tout à fait. comme ça. C'était pas basé sur la finance en particulier. Et c'est intéressant. Et, Et de donc, là, tu t'es fait une idée et tu as étudié. Ouais, étudier, c'est un grand mot. Je me suis fait une idée, j'ai shorté, point final. Et t'as pas mis 100% de ton portefeuille dessus? Ah non, j'ai mis 500%. Ah non, mais c'est vrai. À l'époque, T'étais un on avait... kamikaze. Mais non, c'est pas ça. C'est qu'à l'époque, on avait le droit de jouer 5 fois la mise comme aujourd'hui sur les actions. Le CRD, quoi. Voilà. Enfin, ce qu'on appelle le CRD. Alors, quand tu es jeune, quand tu n'as pas d'argent, quand tu n'en as pas, en tout cas pas suffisamment... Moi, le but du jeu, il faut être très clair. Le but du jeu, quand tu es jeune et que tu es un peu inconscient, c'était de doubler ton compte tous les jours. Bon, vous avez compris, c'est... c'est arrivé, bien sûr que c'est arrivé, mais c'est arrivé de diviser par 2 aussi, ou par 3. Donc, l'idée, c'est... Au départ, moi, je jouais avec l'équivalent aujourd'hui de 10 000, enfin de 5 000 euros, puis très vite, c'est devenu... avec le coup de Creuse-Loire, c'est là où je me suis quand même acheté un appartement à Paris. Sur une opération. Ouais. Ah, c'est ce que bon, j'avais emprunté un peu quand même. J'avais emprunté un petit peu quand même, parce qu'il faut garder des liquidités et tout. Ouais. Donc j'avais emprunté. À un taux de 15%, un truc comme ça, non? Ouais, 12. 12%. À l'époque, les taux, quand tu parles des taux 12. 1980, les gens, 12, ils 15 hallucinent. peut-être, peut-être 15 même. 15%. Mais bon, le Enfin, prix de l'immobilier valait beaucoup moins cher aussi. Oui. Par rapport, je veux dire, proportionnellement au salaire des gens, enfin, tu moi, vois. je sais pas, tu te moques, tu penses même pas tout ça. Ouais. Donc, non, mais on jouait avec des effets de levier qui n'étaient pas raisonnables. Aujourd'hui, moi, je fais même plus d'effets de levier depuis longtemps sur les actions parce que c'est plus possible. Tu travailles un matin, vous savez bien, vous réveillez un matin, vous êtes à moins 60 sur EuroAPI, même Sanofi moins 20. Enfin, je veux dire, donc si à l'époque, les écarts importants étaient quand même assez rares. Ouais. Déjà, la réservation, c'était 7%. C'est-à-dire que il y avait un arrêt de la première cotation. On reportait la première cotation après plus ou moins 7. Ça s'arrêtait. Sur une action ou sur l'indice? Sur une action. Et on mettait un R réservé à la baisse avec une flèche en bas ou réservé à la hausse avec une flèche en haut. Et on revoyait les choses dans un quart d'heure à tête reposée, entre guillemets, pour que les gens puissent être informés qu'il y avait une réservation. Et s'ils avaient de l'intérêt à intervenir, ça pouvait amener la contrepartie. Et puis bon, voilà. Donc, on n'avait pas la volatilité actuelle. Moi, si vous voulez, c'est vrai que quand je tradais, j'avais pas beaucoup de sous, j'y allais tout le temps à fond. Souvent, j'étais plutôt même en train de dépasser. Ce qu'il faut savoir à l'époque, c'est rentrer dans le compte à J+2. Enfin, c'était pas tout de suite, c'était le lendemain, le surlendemain. Donc le surlendemain, le fondé de pouvoir, je me faisais engueuler, il me courait après, Cusack, il est où encore? Je me souviens, il s'appelait Donadini. Et il m'engueulait tout le temps. Alors, je l'aimais pas, mais il m'engueulait tout le temps. Mais bon, je déconnais aussi tout le temps, c'est normal. Donc, il m'engueulait et je lui disais « Ah, mais j'ai déjà débouclé, monsieur, hein, c'est bon, c'est fait. Oui, mais tu dois pas faire ça. » Bon, voilà, c'était ça tout le temps. Et c'est vrai, on spéculait comme des malades, quoi. Et à l'époque, est-ce que tu pouvais voir les gros opérateurs, justement Alors, petit à petit, tu te faisais une idée. C'est-à-dire que tu voyais des mecs arriver, tu te disais, celui-là, je pense que... Il va envoyer de la taille. Ouais, c'est ça. Ouais. Souvent, ils avaient des ordres de la Caisse des dépôts, tout ça. Ça, dans le crack de 87, c'était très important. Comment ça s'est passé, 87, d'ailleurs? Parce que j'allais te poser comme question. Comment tu l'as vécu? Parce que tu étais au Palais Brongniart. Ouais. C'était très drôle parce que on était nombreux à avoir mon rôle. Dans 87, j'avais 27 ans. Hein. Donc, on était nombreux à avoir mon rôle. D'ailleurs, le jour du crack, c'est mon anniversaire, le 19 octobre. Je me souviens bien, ce soir-là. Et la fête qu'on faisait dans un resto de la rue Quincampoix. Ah, donc c'est que tu avais pris de l'oseille ce jour-là? Non, j'en ai pas pris, non, pas du tout. Mais en fait, j'avais une position. Je travaillais avec un autre agent de change aussi, qui s'appelait Patrick Dubouzet. Je ne sais pas si vous l'avez connu. Et ce gars-là, il avait dit à ses commis, quelque temps avant, ça va mal finir, liquidez tout, arrêtez de spéculer, etc., ça va mal finir et tout. Je l'avais entendu, hein. Bon, alors ça m'a peut-être rendu plus sage, on va dire, peut-être. Mais j'étais pas trop embringué en position. J'avais des stellages, je me souviens. Donc j'avais fait des petits achats de valeurs un peu importantes. Bon, toujours est-il que... Est-ce que ça se sentait avant? Avant le crack, est-ce que quelques jours avant... Oui, ça avait déjà baissé un peu, il y a eu des alertes. Il y avait quelque chose qui faisait qu'on s'attendait à une baisse moi, 87, tu te prends je me prenais, entre guillemets,
Au fond de moi, je me disais, bon, je suis le roi du monde, quelque part. Le loup de Wall Street. Parce que je gagnais beaucoup. C'est vrai, on gagnait beaucoup d'argent. Mais c'est là où tu en sais déjà beaucoup, parce qu'évidemment, j'avais quand même une expérience qui était beaucoup plus longue. Mais c'est là encore où tu te rends pas compte de ce qui te reste à apprendre. Ouais. Bon, toujours est-il que... C'est dans les crises que tu apprends. Ouais. Et là, on était nombreux, donc, je vous dis, à avoir mon rôle. Où les gens disaient, racontaient leur vie. Ah, j'ai gagné. Moi, en fait, j'étais un peu considéré... Alors, certains disaient, mais Cusack, c'est une truffe, parce que moi, je parlais que de ce que je perdais. Parce que quand ça gagnait, c'était normal, j'en parlais pas. Par contre, quand je perdais, c'était un peu comme aux échecs. Quand je perdais, je cherchais à savoir pourquoi. Donc, quand je perdais en bourse, moi, je parlais que de mes pertes. C'était naturel. Le lendemain du crack de 87, tous les mecs comme moi, ils avaient tous disparu, ils avaient sauté. C'est-à-dire qu'ils devaient de l'argent. Et moi, en fait, je perdais 30%. Ça allait. Ouais. Et je me souviens, Gérard m'avait dit, à l'époque, Jean-Louis, tu vas voir, on va mettre 10 ans à s'en remettre, c'est une catastrophe, tout ça, etc. Et puis tout le monde pensait un peu ça, quoi. Ça, je me souviens bien de ça. Mais lui, ça avait été aussi, je pense. C'était quand même quelqu'un de prudent. Et moi, je me suis bien... En fait, j'attendais mon heure. Et en mars 2000... moi, j'ai mis le melon, vous allez voir. En mars 1988, j'attendais mon heure. Et là, je spéculais comme un fou dans les journées. Vous ne pouvez pas imaginer ce que je faisais. C'était un peu spécial. Non, mais je vais vous raconter, si vous voulez, après, parce qu'il y a prescription. Mais bon, là, je vous raconte cette histoire. Mars 88, j'ai une idée sur Lafarge, et j'achète des calls. Mais à l'époque, c'était difficile. Des marchés, ils démarraient, et puis il était malade. Hein, parce que le marché, il a démarré avec le crash. Hein. Il a démarré en juillet, je crois. Donc, septembre, première échéance. Et donc, octobre, c'est en plein crack. Puis c'est le début, quoi. C'est l'époque où Deneuve disait acheter Suez, vous risquez rien. Enfin, vous savez, la pub à la télé, c'est la privatisation. C'est Jacques Chirac qui avait commencé à mettre en place. Mitterrand était président, Chirac était Premier ministre, et ils avaient perdu les législatives, et ils mettaient en place le programme de privatisation. Donc c'était un bain de sang, parce que les gens, ils disaient de toute façon, les prix vont être maintenus, donc sur les privatisations, seulement à un moment donné, quand ça a craqué, tout a craqué, et les mecs, ils avaient vendu des poudres sur Suez, ils se sont fait défoncer. Bon, enfin, et là j'attendais mon heure, et un jour j'ai acheté des calls Lafarge. J'en voulais beaucoup, j'en ai pas eu autant que je voulais, mais j'en avais une belle somme. Et je les avais payés 4 francs 50. Et là, je m'étais fait un avis, comme ça. Je me suis dit, graphiquement, parce que j'avais créé des systèmes graphiques, les premiers, enfin, on avait commencé à bidouiller. Je m'étais dit, on va aller là, c'est possible, et le call, il va valoir, donc, si on y va, il va valoir 77. J'avais calculé. Et là aussi, ça ne dure pas comme dans 1h30 comme dans un film. C'est là où il faut être Iceman un peu. C'est un peu mon surnom. Puisque tu payes 4,5, mais le lendemain, ça valait 8. Sur le lendemain, ça valait 12. Ouais, faut donc, pas t'as tout le monde qui dit, Jean-Louis, faisons un peu. Ouais. Après, ça vaut 12, puis ça retourne à 8. Ouais. Tu vois, je t'avais dit, il fallait vendre. Je dis, ouais, c'est bon. Et puis ça remonte à 15, puis ça monte à 20. Puis ça monte à 30, puis ça revient à 20. Puis l'autre, il dit, à chaque fois que ça monte, il te dit, il faut vendre. Alors à un moment donné, tu lui dis, écoute, si je t'avais écouté, j'aurais vendu à 12. Donc maintenant, tu ne me parles plus. Parce que de toute façon, tu m'as dit de les vendre à 12, et ça vaut 30. Et ça n'a pas duré si longtemps, hein. Ça a duré 8 jours, 10 jours peut-être. 10 séances. J'ai vendu à 77. Punaise. Ouais, j'ai fait un coup. Là, je me souviens, il y avait des vieux de la vieille qui sont venus me féliciter. Il y a eu des gens chez l'agent de change qui se foutaient de ma gueule parce que j'étais jeune. Et puis, ils se sont dit, il va se prendre une branlée comme tout le monde. Donc, le 87, il rigolait. Et là, il rigolait plus, mais c'était même plutôt du respect, quoi. Il venait me voir en me disant, ouais, bravo, maestro. Ça, c'était en mars 88. Ouais, mars 88. Mais est-ce qu'on peut acheté un deuxième appartement, du coup? Non, mais ce qui est fou, c'est que ça avait valu 77 2 jours avant l'échéance, et le jour de l'échéance, ça valait 0. Ouf. Ah oui, parce que tu étais à la monnaie, tu passes légèrement. L'action a valu 1100 euros. 1100 francs. 1100 et quelques. Vous pouvez vérifier le prix, je suis sûr que c'est à peu près ça. Et donc, 77 francs par rapport à 1000 francs, c'est pas... Oui, j'avais payé un truc 4 francs 50, donc c'était pas cher. Ouais. Et donc, il y avait un gearing fort sur cette option. Ah, ça a été
une grande joie. Ouais. Est-ce qu'on peut revenir à la journée justement du crack en 87 ? Ouais, le lendemain, il n'y a plus personne à la bourse. Non, mais le jour même, comment tu vis ça en fait ? C'est-à-dire, tu arrives le matin à la criée à 9h, je sais pas à quelle heure tu es arrivé ? 8h, 9h ? Ah non, alors il y avait la petite bourse du matin, il y avait alors, là les systèmes électroniques ont commencé là à cette époque de 87, 88. Il y avait la bourse du matin, il y avait des petits trucs comme ça. Non, mais en fait, déjà, tu te déculpabilises de perdre, tu te dis pas que tu es un abruti parce que de toute façon tout le monde perd. Donc on va dire que sur le plan psychologique, t'es pas trop affecté parce que les gens commencent à se dire bon, mais si tout le monde perd, c'est normal. Moi déjà, c'est pas ce que je me dis en général. Quand je perds, c'est toujours de ma faute, c'est ma responsabilité. Et quand je gagne, c'est grâce à moi. C'est pas... Donc là, je me suis dit déjà, bon, je suis un con parce que j'aurais dû faire peut-être différemment. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dès le matin, tu arrives et tu sens le truc. Mais c'est important parce que tu vois que les gens, en fait, ils sont dans un état d'esprit, on est des victimes quelque part. Ouais. Mais non, t'es pas une victime. T'as tenté un coup, t'as perdu, donc il faut se battre. Oui, mais parce que les gens disparaissaient, ils n'étaient plus là, comme par hasard. Il n'y avait plus personne à la bourse. Moi, je me souviens, j'avais rencontré un gars, je me souviens plus de son, mais il était peintre de profession, et c'est là où il me dit, mais t'es là toi encore ? Je dis, ouais, et toi, ouais. C'était un malin lui aussi, il était là tout le temps. Il me dit, je dis, pourquoi tu me demandes ça ? C'est là où il m'avait dit, je pensais que tu n'étais pas très bon parce que je t'entends tout le temps parler de tes pertes, quoi. Donc tu perds tout le temps. C'est là que j'avais pris conscience qu'en effet, je parlais de mes pertes. C'est lui qui m'en avait fait prendre conscience ce jour-là. Et on se retournait, on ne voyait plus personne. Tous les copains, ils étaient tous cachés parce qu'ils devaient de l'argent en plus. Hein. Ah, oui. Quand tu as 5 fois la mise et que ça vaut 30% ou 40% de moins, ça fait mal. Hein. Parfois. Enfin, le marché n'a pas perdu 40%, mais tu avais des valeurs qui avaient perdu beaucoup plus que l'indice. Il disparaissait, il se suicidait Alors, suicider, je ne sais pas, non, peut-être pas quand même, mais ouais, il se cachait, quoi. Il se cachait. Puis ils avaient des boules, quoi. Donc, il y avait beaucoup de gens qui géraient l'argent. Comment ça s'est passé ? Est-ce que les gens se battaient dans le jour du crack ? Non, c'était calme. Ah là là, c'était calme. Non, c'était calme. La bourse, ça vendait de tous les côtés. C'était un peu, voilà, c'était morose, quoi. C'était morose. De toute façon, les gens, ils étaient plus surpris puisque c'était dans la nuit précédente. Le jour de mon anniversaire, quand on sortait, on faisait la fête, et à 22h45, on écoutait Top à Wall Street sur Europe 1. D'accord. Pour avoir New York, quand tu prenais pas ton à l'époque, il n'y avait pas d'iPhone. Donc, tu écoutais Top à Wall Street, t'entends, c'est le crash, Wall Street a perdu 20%. De toute façon, tu sais que le lendemain, t'y es, quoi. Voilà. Donc, quand tu arrives là, t'es pas surpris. Donc, c'est calme, en fait, quelque part. Mais bon, c'est chaud aussi, puisque ça vend, quoi. Ouais, en fait, vous le saviez déjà depuis la veille, en fait. C'est-à-dire que tu arrives, tu n'as pas la surprise. Ouais, tu n'avais pas la surprise. Tu avais peut-être la gueule de bois, je sais pas. Bon, déjà, nous, on avait fait pas mal la fête. Donc. Mais moi, je disais qu'à l'époque, je ne buvais pas une goutte d'alcool. Non, c'était assez chaud. Ouais, Est-ce que tu penses que le trading était plus simple dans les années 80 ou plus compliqué qu'aujourd'hui, par rapport à aujourd'hui ? L'accessibilité, c'était infiniment plus compliqué puisqu'il fallait se déplacer. Ouais. Sinon, c'est jamais simple le trading. Donc, non, ça n'a jamais été simple. Donc, globalement, c'était plus compliqué de s'imaginer trader, puisqu'il y avait vraiment une dimension physique. Il fallait aller au Palais Brongniart pour pouvoir être, on va dire, actif. Puisque moi, je faisais même à l'époque des allers-retours dans la journée. C'était rare, mais ça m'arrivait. En tout cas, d'un jour sur l'autre, bien évidemment. Okay. Et pendant cette période de crack, on avait des volatilités extraordinaires. Parce que ça a été aussi très riche d'enseignements, bien évidemment. Parce que là, c'est là où on voyait, par exemple, parfois, au début, ils ont laissé faire un peu, c'est la cata. Et après, très vite, c'était la Caisse des dépôts qui venait gérer les prix. Moi, j'étais proche de la BNP, je regardais, parce qu'il y avait monsieur Chaudon de Courcelles qui était sur le pit de Dubouzet, puisqu'ils ont fini par acheter la charge de Dubouzet. Et je le voyais, il achetait de la BNP parfois, puis parfois il en vendait, mais souvent il en achetait. Là. Ça baissait tous les jours, mais il achetait. Puis,
moi, je n'osais pas lui parler. Un jour, je lui ai dit, monsieur, mais je vous vois acheter, vous pensez que ça va remonter je ne sais pas. Bon. Et je lui dis, mais... Et en fait, j'avais observé, il se prenait pas... Il régulait, en fait, quelque part. C'est-à-dire que dès que ça baissait, il achetait. Dès que ça remontait, il vendait ce qu'il avait racheté plus bas. Et donc, il régulait. Il achetait tout. Dès que ça baissait, il achetait. Et après, il y avait la Caisse des dépôts qui venait en fin de séance. Alors, il y avait deux ou trois personnes qu'on surveillait. On les voyait courir et tout. Ils arrivaient sur le pit et le truc, c'était de savoir est-ce qu'ils allaient payer en clause, parce que comme ça, on achetait dans la séance, et est-ce qu'ils allaient payer au fixing de clause, au fixing, entre guillemets, c'est fixing, à la voix, pour tirer un peu les prix, et puis est-ce que la Caisse des dépôts allait intervenir, quoi. Ils intervenaient tout le temps, mais pas toujours au moment où on l'attendait, bien évidemment. Et ça, c'était des choses qu'on regardait, etc. Alors là, on faisait des magouilles pour essayer de s'en sortir, parce que bon, il y avait les frais de courtage à payer. Ils étaient chers à l'époque. Ils étaient très chers. C'était un pourcentage de ta position? Ouais, c'était 0. Le tarif officiel, c'était 0,65. D'ailleurs, si vous voulez, on en reparlera sur les impôts, parce que c'était important. Il y a des trucs de fou. Donc, 0,65, on payait. Et on avait le franco dans la journée. Alors, moi, je payais un peu moins, parce que j'étais un peu considéré comme professionnel. Alors, je payais, je sais pas, 0,4, un truc comme ça. Mais on faisait, par exemple, on achetait 1000 Peugeot à 1000, c'était dans les 1000 francs, et on les vendait, par exemple, on en vendait 1000 à 1020. Mais on t'enlève les frais, ça bouffe beaucoup. Alors on mettait agent X en face. C'était un peu spécial. Mais l'agent de change, bon, il nous laissait faire. De toute façon, il fallait sauver sa peau. Donc on y allait à fond. Moi, j'y allais à fond. J'en faisais plein. C'était borderline, hein, mais c'était sous la responsabilité de l'agent de change. Moi, je disais, j'ai gagné 2000 francs, par exemple. 1020 fois 1000. Ouais, 2000. Je gagnais, par exemple... imaginons que j'ai gagné 2000 francs sur un... Alors, je prenais le maximum entre le point bas de la séance et le point haut de la séance de Peugeot. Donc, je me faisais acheter au plus haut et vendu au plus bas. Et cet écart, donc, je faisais 2000 divisé par exemple, imaginons qu'il y a eu 60 francs. Donc, je faisais 2000 divisé par 60, et donc j'avais mon nombre d'actions. Et je me faisais acheter X actions tout en bas, je les faisais vendre X tout en haut, mais beaucoup moins que 1000. Ça représentait toujours les 2000. Et on créditait les comptes qu'on voulait, quoi, quelque part. D'accord. On sauvait les gens. Enfin, parce que moi, j'avais aussi la responsabilité de copains avec qui je travaillais, etc. Je gérais. On avait le droit de gérer à l'époque. Et donc j'en répartissais, et voilà. Et je passais ma vie. Et en fait, on passait par agent X, c'est-à-dire que par un compte interne de l'agent de change, où on se mettait en face sur chaque patte et on écartait le gain. Alors, on volait pas d'argent, puisque c'était... mais on réécrivait l'histoire, quelque part. Alors, c'était toléré. C'était un peu limite, j'imagine. Mais bon, moi, tout le monde faisait comme ça. Donc, moi, je faisais comme ça. L'agent de change, il disait oui, ça l'intéressait. Aussi, il voyait que je faisais du business. Et puis, surtout, ce qu'il voyait, c'est que c'était... d'abord, je ne le mettais pas dans ma poche. On faisait ça, c'était vraiment pour sauver les clients. Parce que si c'était pour nous, ça aurait été un peu limite. Parce que d'abord, on s'appuyait sur la clientèle. Donc, on ne pouvait pas... on pouvait pas le faire pour notre poche, quoi. Enfin là, quand même, c'était... Donc, ils voyaient bien que c'était dans un bon esprit, quoi. Voilà. Et qu'on se démenait comme on pouvait. On faisait plein de trucs comme ça. À partir de quand il y a eu les échanges électroniques? On a commencé à voir un peu c'est là, moins... c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé l'électronique, 87, 88. Alors c'était un peu... Au début, tout ne cotait pas en électronique. Hein. Je me souviens plus des dates exactes. Je me souviens, j'étais derrière les écrans. Là, c'était chez Dubouzet. Et puis, bon, on regardait... Alors c'était bizarre parce qu'on n'avait plus le bruit de la bourse. Ouais. Il fallait revoir la copie. Mais c'est là où j'avais créé le premier logiciel en France de graphique. Alors les impôts au début, parce qu'au début aujourd'hui non mais c'est difficile de gagner sa vie aujourd'hui. C'est vrai, on paye 30% d'impôts quoi. On payait à l'époque 16% d'impôts sur la plus-value. Mais il n'y avait pas l'informatique. Donc le fisc, on payait en fait 0,65, mais il y avait l'impôt de bourse de 0,3 à l'époque. Donc en fait, les gens payaient 0,95. Et sur les 0,65, il y avait la TVA.
D'accord. Donc en gros, on payait plus d'1%, 1% et quelques. Bon. Alors le fisc avait dit, voilà, il y a des frais forfaitaires de 1%, je crois que c'est sur chaque transaction, enfin. Mais nous, on faisait des transactions gigantesques avec un courtage à 0,4. Et surtout sur les reports d'un mois sur l'autre, il y avait un achat et une vente où on payait 0,4. L'achat plus la vente. C'est un report. C'est pas, en fait, on faisait reporter notre position. Tu la maintenais Un en achat, fait. on reportait une vente. Ouais. Et on payait des frais, mais qui étaient de 0,4, 0,5. Et le fisc comptait 2% de frais. Achat-vente. C'est comme ça. Du coup, on se retrouvait à la fin de l'année, parfois bien gagnant, mais pas de plus-value, parce qu'on faisait tellement de transactions. C'était une histoire de dingue. Moi, c'était tous les jours, on faisait des... Enfin, je ne pourrais pas dire des millions, mais c'était... Ouais, on tournait comme des avions. Et c'était une époque Ça n'a où... pas duré, hein, bien sûr. Mais c'était comme ça, c'était... C'était une époque où tu arrivais à gagner combien dans les années 80 en bourse? Bah, c'est très, très irrégulier. Hein. Non, mais en moyenne sur une année, tu faisais quoi? Je sais pas, pour qu'on se rende compte, parce qu'à l'époque, le SMIC, je crois que c'était 3-4 000 francs dans les années 80. Début 80, le SMIC, il devait être à 2002, 2003, 2004, 2003. Ouais, voilà. Je dirais 2003. 2300 francs, c'était des francs. Ouais, 2300 francs. Ouais. Et Bah, tu les faisais en dans la fait, journée. Et tu les faisais dans la journée, là. Non, mais c'est pas ça. C'est qu'à un moment donné, il y a eu une scène assez drôle. Je rencontre en vacances un copain de Matsup. Parce que moi, j'étais parti de la Matsup. J'avais tout abandonné pour faire de la bourse. Non, pour faire au jeu aux échecs aussi. Mais un peu la bourse aussi, quand même. Et donc, il avait fini ses études. Il était ingénieur des arts et métiers. Parce que c'est ce qu'on devait faire. Moi, là, dans mon petit village, l'élite faisait ça, et t'étais bon à l'école, bah tu devais, Ouais, c'était comme ça. Ouais. Donc, truc, t'étais tout tracé, entre guillemets, pour les bons, c'était de faire ingénieur des arts et métiers. Bon. Alors, il avait fait ça, et un jour, donc on se croise, et salut Jean-Louis, entend, qu'est-ce que t'es devenu? Bah, moi, je fais de la bourse. Ah bon, mais la bourse, t'en avais rien à foutre, tout trading à l'époque. Enfin, bah, je dis, ouais, ça m'intéresse, c'est un peu comme je l'ai abordé comme une partie d'échecs. Et donc, il me dit, bah, moi, je travaille chez, je sais plus qui, je crois qu'il était chez Total déjà, je crois qu'il a fini d'ailleurs chez Total. Et il avait un bon poste, et il me dit, moi, je gagne 180 000 francs. 180 000 francs? Ouais, un truc comme ça, c'est possible. Ouais, J'ai du mal avec... dans les années 80, c'était... C'était un en beau salaire, 88 hein. déjà. Ouais. Non, mais là, c'est en 88, là, 87. 180 000 même. francs par an. Oui, par an. Ouais, alors, c'est énorme. justement, oui, alors... je dis, ah ben moi aussi. Et puis à la fin de la conversation, je lui dis, mais attends, excuse-moi, je dis, mais c'est par mois ou par an? Et donc lui c'était par an et moi c'était par lui c'était par an et moi c'était par mois. Toi, c'était par mois. Ouais, enfin à peu près quoi. Ouais. Parce que ça pouvait être plus Mais 300 comme t'imagines moins quand 200 même quoi. c'est énorme parce C'est qu'une des époque variations où... énormes. Ouais. Non mais attends, je prenais des risques gigantesques. Oui, Attention, non mais attendez. D'ailleurs, en parlant Moi de- je vois les gens qui se plaignent et tout, mais parce qu'ils veulent jamais être responsables de ce qu'ils font. Dès qu'ils perdent, c'est pas de leur faute, c'est un mauvais conseil. Moi, je m'occupais pas de ça, quoi. J'y allais à fond, ouais, c'est comme ça, j'ai passé ma vie comme ça. Tu peux nous dire deux choses. Ta plus belle journée, à l'époque, dans les années 80, ta journée, si tu t'en souviens, où tu as gagné vraiment le plus d'argent en une seule journée, et aussi ta plus grosse perte. Ma plus grosse perte... Parce que vu que tu y allais à fond, je pense que tu as dû prendre de temps en temps... Des bonnes claques. En fait, dans les années 80, pas tant que ça. Oh, il y a eu des moments Ouais, mais où t'as j'ai eu... Non, mais il y a eu des moments où j'ai fait demi-tour sur l'autoroute parce que, entre guillemets, c'était des gens, on partait en vacances, tout s'écroulait, je suis rentré, quoi. Non, mais c'est arrivé, c'est un peu plus tard. Mais il y a eu... En fait, ça me laissait de marbre. Donc, c'est vrai que j'ai un fort émotionnel encore en moi sur l'histoire Creuse-Loire, Général Le Fonderie, oui, le crash, d'autres épisodes, je peux pas trop... Enfin, c'était avec qui je travaillais, un copain qui avait démarré en même temps que moi. Lui avec 50 000 francs, moi avec un peu moins. Il était monté en 86 à 11 millions. Hein? De Avec... 50 000 francs à 11 millions. Punaise. Réel, hein, mais Ouais, propre. ouais, Hein. ouais. En une année. Ouais. Et là, il est sorti de son schéma.
Il est sorti de son schéma, on s'était un peu engueulé parce que en fait, moi j'étais à RTO à l'époque, je pouvais prendre des ordres à lui. RTO, c'est quoi? Récepteur transmetteur d'ordre. C'est D'accord. le terme actuel. Mais à l'époque, je vous dis, j'étais remisier, donc j'avais le droit de gérer quelques comptes et puis je pouvais prendre des ordres, mais que je devais transmettre à l'autorité compétente qui était l'agent de change. Hein. C'est lui qui avait le monopole de la transaction. Et un matin, je me souviens, il voulait faire un truc, je n'avais pas pris l'ordre. Je lui ai dit non, je te dis non, je ne prends pas ton ordre. Et il avait passé donc direct à la charge. Il n'était pas content. Il dit, ah, Jean-Louis, t'exagères. Je dis, non, écoute, je dis, Philippe, tu déconnes, tu sais bien que t'es déjà un peu, etc. Enfin, je n'avais pas voulu. Et là, il a tout perdu en... Ah oui, il est passé... C'est quoi, les 11 millions? Oui, parce que lui, il avait fait comme ça. Ouais. Il avait enroulé, quoi. Ouais. Et il a perdu les 11 millions en peu de temps. Non. Ensuite, il a perdu sa boîte, qu'il a vendue parce qu'il a été redémarré. Mais c'était quelqu'un de très bon, très... Et il a refait fortune plus tard. La Jess Livermore, quoi. Mais il avait la rage, hein. Il ne fait pas comme certains qui pleurent dans leur coin, Il n'a rien lâché. victimes d'un monde cruel. Ouais. Il n'a rien lâché. Et il a refait fortune. En fait, on avait fait un coup de bourse ensemble dans les années 86, je me souviens. Alors, comme on était potes, on avait acheté un restaurant comme ça, tous les deux, sans le voir. Les murs. Et un jour, alors c'est pareil, on avait monté une chaîne de télé aux États-Unis avec des copains. On était naïfs, hein, un peu, quand même. On s'est tous fait, d'ailleurs, on s'est tout planté. Mais le jour où il avait commencé à prendre un coup dans l'aile, il m'avait dit, je t'échange les actions, enfin, ma part du restaurant contre la boîte de télé américaine qui a un gros potentiel. J'avais dit, non, Philippe, on reste ensemble et tout ça. Heureusement, parce que la boîte de télé a déposé le bilan. Et le restaurant, on a pu le revendre. J'aurais jamais dû le revendre, mais bon, comme il voulait vendre, je l'ai fait. Aujourd'hui, ça vaut une fortune, parce que c'était énorme. On avait les murs, je me souviens. Mais on était inconscients. On avait 26 ans, on avait acheté le restaurant sans le voir. Sans le voir. C'était un Vous peu imaginez l'argent facile, quelque part. Bah, C'est-à-dire facile, que- non, on suait pour... Non, il fallait en suer, mais je veux dire, une fois que tu étais en bourse, que tu avais un avait petit une peu ton équipe, tes rotations, du coup, On- tu avais de l'argent assez facilement, quelque part. Bah, on avait le sentiment d'avoir une capacité à en Ouais. gagner, peut-être. Oui, je sais pas, c'est un état d'esprit aussi, quoi. Enfin, on avait peur de rien, je pense. Moi, c'est en tout cas le sentiment que j'avais. Je Ça trouve n'a que pas empêché qu'il y avait des angoisses parfois, bien évidemment, hein, attention. Hein. Je me souviens, il y a eu des situations où on était angoissés parce qu'on avait pris des positions trop grosses. Je me souviens sur Esso, avec justement Gérard, là, on a eu des moments, ça se passait pas comme c'était prévu. t'as transpiré, quoi. Ouais. Esso, BP, c'était spéculatif. Donc, on a transpiré, Mais transpiré. je trouve que ce qui est pas mal, c'est qu'à chaque fois que tu as fait des gros gains, j'ai l'impression, tu as acheté quelque chose à côté. Exactement. Tu n'as pas tout laissé sur la bourse. Exactement. Un J'ai appartement, retiré. un restaurant. Tout à fait. J'ai retiré à chaque fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois, moi, je suis parti avec zéro. Hein. Donc, quand j'ai rencontré ma future compagne, parce qu'on ne s'est jamais mariés. Il serait temps. On a 9 petits-enfants. Tu peux toujours le faire. Hein. Euh, Faisons-le ici dans l'émotion. et donc, j'avais rien. Donc, moi, j'ai été élevé, tu gagnes un franc, t'en mets un peu de côté, etc. Enfin, bon, de toute façon, mes parents n'avaient pas d'argent. Et c'est sûr que quand j'ai fait un gros coup, pour moi, c'était quand même beaucoup d'argent, mais je n'ai jamais été amoureux de l'argent. Enfin, je me suis dit, je vais acheter un appart, ouais. C'est pareil aussi, la vie, les rencontres, c'est important. J'avais rencontré quelqu'un qui s'appelle Vartan, qui m'a un peu éclairé, qui était un vieux de la vieille. D'ailleurs, il est décédé à plus de 90 ans, mais je l'ai toujours suivi et il a toujours été un ami proche. Et il me disait, Jean-Louis, n'hésite pas, là, l'immobilier avait fortement baissé dans les années 80. Alors, je crois que c'était en 84, là, dans les 84 que j'ai dû l'acheter, 85, le premier, là. Je ne sais plus exactement. Et donc, oui, c'est vrai, j'ai acheté ça. En 89, j'en ai acheté un autre. Mais que avec le crack de 91, celui-là, Ouais, c'est 91. celui-là, il m'a fait mal. Tu Tu l'as pas vu venir celui-là. Si, justement, j'étais short comme un malade. Tu peux pas imaginer ce qui m'est arrivé. Tu as fait Michael Burry. Ah ouais. Mais tu Non, l'as pas mais tenu, c'est ça? En fait, j'étais short.
La bourse n'arrêtait pas de monter, doucement, hein, en juillet. Et l'échéance, à l'époque, c'est le dernier jour du mois, le 31. Et je voulais partir, j'étais fatigué, j'avais d'autres emmerdements. C'était une période très difficile. Et j'arrête. Je me dis, bon allez, je pars en vacances, je me repose. Et en fait, Saddam Hussein, c'est le 2 août qu'il a attaqué. Et du coup, j'étais plus dedans. Oh là là. Ça m'a fait mal, ça. Tu- J'avais pris quand même une paume, je me dis, allez, j'arrête, je temporise. Et là, quand il a attaqué, je suis rentré à Paris, parce que j'étais parti en vacances, je suis rentré. Mais bon, c'était pas, j'aurais dû rester en vacances. Tu lui en as voulu à Saddam? Non, mais j'en veux jamais à personne à ce niveau-là. Ouais, ça a été une période difficile. Là, ouais. Ça a été une période difficile. 80. Mais ça a toujours été suivi de périodes exceptionnelles. Peut-être que le moment le pire de ma vie en bourse, un des pires, c'est la fin de l'année 99. Fin 99. Ouais. En fait, et c'est pour ça C'est qu'il le faut début dire de aux la gens, bulle d'Internet. faut jamais. En fait, j'ai un copain qui m'appelle de Londres, il me dit on achète des valeurs, des technos. Nous, c'était 98. A priori, il va y avoir des trucs, il va y avoir des trucs. C'était les TMT à l'époque, hein, qui n'étaient pas encore les TMT. Alors je me souviens, j'avais acheté du Valtech, j'avais acheté des conneries comme ça. Et j'étais short sur le marché. Et il y avait une valeur que j'avais achetée, elle va me revenir. Elle valait 18. J'étais short sur le marché. Et là, je me retrouve avec des valeurs qui baissent et un marché qui monte. Et là, c'était l'enfer. C'était la torture, je ne sais pas quelle est la torture, ou tout doucement, là, tu vois. Octobre, novembre, le mois de décembre, ça a été l'enfer. Et je vous dis, l'échéance, c'était le 31. Aujourd'hui, c'est le 3e vendredi du mois. Donc là, c'était le 31 décembre. Je peux te dire que Noël et 1er de l'an, je perdais, mais très gros. À un moment donné, j'en pouvais plus. C'était tout doucement, mais j'étais trop gros. Donc, à bout d'un moment, tu te dis, bon, ok, t'achètes des calls. J'étais short futur à fond. J'achète des calls, j'avais payé cher quand même, il m'en fallait beaucoup, mais La pression redescend. C'est là que tu apprends à gérer ça. Bon. C'était une des dernières fois où j'ai fait vraiment des conneries un peu chaud, un peu au taquet. Mais le problème, c'est pas ça. Est-ce que décembre 99, ça vous rappelle quoi? Si je te dis que la fourchette entre l'offre et la demande sur le futur, aujourd'hui c'est un demi-point, un point. C'était 30 points, 40 points. C'était 50 points. Il n'y avait rien. Pas compliqué. Pourquoi? Le bug de l'an 2000. Ils étaient tous comme ça. Donc je me retrouve face à des carnets d'ordre vides, des markets, il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus personne. Donc je me retrouve le seul couillon, quelque peu. Enfin, je ne devais pas être le seul, mais en tout cas j'étais le vrai couillon, parce que j'étais short. Et il y avait... voilà. Alors, arrivé le 31, je tourne ce que je peux. Je tourne sur janvier. Mes actions, elles n'avaient pas monté. Mes futurs, ils n'arrêtaient pas de monter. Alors, ça valait 5500 à l'époque. Hein. Je me souviens d'un truc comme ça. Mais c'était pas beaucoup. C'était passé de... Parce qu'on y allait fort quand même. Donc, c'était passé de 5003, 5002 à 5005, 5006. Mais j'en avais beaucoup trop. Je me souviens. Parce qu'à l'époque, c'était 200 francs le point. Et j'avais peut-être 50 lots. Enfin, c'est une sorte de dingue. Bon, tu dormais pas très bien la nuit. C'était le début de l'électronique, parce qu'on est passé à l'électronique sur les marchés dérivés en avril 98, sur les futurs. Les futurs, on était à la crise jusqu'en 98. Ouais, je dormais pas beaucoup. C'était l'angoisse. Et je me souviens, le midi, on allait manger dans un petit resto à côté. Là. On y allait, mais c'était... Ouais, je me souviens du poids sur mes épaules. C'était dur. J'ai tourné, et puis Noël, un peu la grimace, mais avec les enfants, j'ai toujours essayé de masquer un peu. Mais il n'y en a aucun qui fait de la bourse. Hein. Ça prouve quand même qu'ils m'ont vu un peu souffrir. Là, ça a été très dur. Ils sont pas fous. Mais ma capacité, c'est d'encaisser le stress. Je pense que ça, c'est un point positif. Et puis à partir du moment où je l'avais encadré, ça m'avait déstressé. Et là, en janvier, le marché, il baisse un peu. Et
tout d'un coup, il perd 10% dans quelques jours. C'est de la folie. Il perd 10%. Mes valeurs commencent à monter. Et là, la connerie, en fait, pourquoi je m'étais mis dans cette galère? Parce qu'on avait fait un truc, j'étais avec un pote, on avait shorté, on s'était monté de bourrichon. Et je dis à mon pote, je rachète le double. Lui, il me dit, ouais, non, ça va s'écrouler, etc. Je dis, écoute, là, non, Ça, c'est janvier 2000. Et on s'est fâché après ça. Parce que moi, je me dissocie de lui. Je rachète le double, le marché explose et mes valeurs explosent. Et je me retrouve en mars. 2 fois, mon portefeuille avait doublé par rapport au plus haut du mois de novembre d'avant. C'est-à-dire que c'est là où il ne faut jamais s'énerver, Il faut rester lucide. penser que tout est foutu. Il faut toujours... mais surtout, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il ne faut pas faire qui tout double. Il faut travailler à la limite en... il y a des choses à dire là-dessus, mais... En fait, les gens, ils souffrent tellement à un moment donné qu'ils veulent que ça s'arrête. Ouais. Leur inconscient, c'est il faut que ça s'arrête. Pour que ça s'arrête, qu'est-ce qu'ils font? Il y a 2 possibilités. Soit récupérer ce que j'ai perdu, soit s'arrêter, ça veut dire tout perdre. Donc, ils font all-in à un moment donné. Ils achètent le double ou ils vendent le double. Enfin, voilà. Ils se disent ça va s'arrêter obligatoirement, puisque soit je saute, mais est-ce qu'ils se le disent ou est-ce que c'est leur inconscient? Non, à mon avis, c'est l'inconscient, c'est la douleur qui te fait... Donc, ils veulent que la douleur s'arrête. Non, mais ils veulent que la douleur s'arrête. Donc, ils vont prendre cette décision. Moi, je fais pas ça. Moi, je souffre en silence. Ok, j'encaisse. Et c'est là où vraiment j'ai eu un coup de chance aussi, peut-être, j'en sais rien. Moins 10, je rachète le double, ça explose et mon compte explose. Et d'ailleurs, ça c'était en 2000. Donc alors après, ma valeur, je vais retrouver le nom tranquillement. Elle est passée de 18 à 125. Ouf. Il faisait de la vidéo sur Internet. Ça me parle. Elle va me revenir de toute façon. Ouais. Elle a fini par déposer le bilan après. Il y en a beaucoup. Hein. Oui, beaucoup. Il y en a beaucoup qui ont déposé le bilan après. Et donc là, l'année j'ai d'après. gagné beaucoup d'argent en 2000. Et en septembre 2000, Tu repères. vous savez que je fais BFM depuis que ça existe, hein, en fait. Hein. Ah bon? Ouais, 1992. Je peux vous dire quand... c'est ce que j'explique aux gens, parce que c'est une parenthèse, mais bon, j'y reviendrai plus tard sur BFM, tiens. Et là, Tu connais sur tout le monde. BFM en septembre, c'était pas... c'était la radio à l'époque, hein, donc c'était pas très suivi. Hein. Ce que j'explique souvent, les 15 premières années, pas les 15 premiers jours, pas les 15 premiers mois, les 15 premières années, je le faisais, c'est pas pour le... Pour le plaisir. Et j'ai toujours fait pour le plaisir. Hein. C'était pas pour la renommée, hein, parce que personne t'écoutait. Ou très peu, les professionnels quand même. Mais en septembre 2000, j'ai un signal de vente et je vends tout. Et c'est en septembre 2000, je ne sais pas si tu te souviens, Nicolas, que le règlement mensuel s'est arrêté. Oui, et c'est passé au SRD. Et c'est passé au SRD en Exactement. septembre 2000. Ouais. Et moi, le RCRD, je me dis, c'est une escroquerie, ça coûte trop cher. Moi, RM, c'était bien parce que on payait à la fin du mois si on reportait. Ok, mais avec les problèmes de prêt-emprunt que ça représentait, c'est là où, en fait, on peut parler de l'évolution de la réglementation. On est passé avec le prêt-emprunt, le règlement les J+2, etc. Au départ, J+3, J+2, on va aller vers J+1, etc. Donc, ils ont modernisé, enfin, ils ont sécurisé les choses. C'est là qu'ils ont changé beaucoup de choses. Maintenant, il fallait emprunter les titres pour les vendre à découvert, alors qu'avant, tu ne les empruntais pas, on ne regardait même pas, etc. etc. Donc, c'est là où j'ai décidé d'arrêter de faire du 5 fois la mise aussi. Alors déjà, j'avais calmé le jeu, hein. Mais c'est fini. J'ai dit, il faut faire que du comptant. Bon, sauf que parfois, je vendais trop à découvert, moi, sur certains titres. Toujours est-il qu'en septembre, j'ai dit, vendez tout. Et tous les jours, je passais sur BFM en disant, bah, écoutez, s'il y a encore 10-20% à gagner, je vous le laisse. Moi, je vous le laisse. Je vous le dis tout de suite, j'ai un signal de vente, je vends. Et le marché, il fait ça, il continue de monter un peu. Alors, le marché, il s'était plus ou moins arrêté, le CAC 40. Mais les valeurs, je me souviens, Fi System... Business Object. encore, c'est une belle boîte. Mais toutes les boîtes, les Valtech et machin... et tout ça, ça a explosé encore. Ça a monté 10, 20, 30 Alcatel et compagnie. C'est un peu plus calme. Mais non, mais c'était surtout les petites sociétés. Ils les introduisaient tous. Là. Tu te souviens qui introduisait les valeurs. Et donc, ma faute, c'est que j'en ai acheté un tout petit peu quand ça s'est écroulé en 2001. Quoi. Mais voilà, quand le marché est parti à la baisse en 2001, en 2000-2001,
Bon, après, il y a eu le 11 septembre, mais ça a été un catalyseur plus long terme. Ça valait ce jour-là, je me souviens très bien, ça valait 4100 à peu près le marché. J'étais short et ça me faisait mal de me dire putain, je gagne de l'argent dans une situation où tout s'écroule. C'était impressionnant. Hein. On voyait en direct les images quand même. Hein. Sur le 11 septembre. Ouais, c'était pas un documentaire. Alors moi, je te propose une chose. Un break. C'est qu'on fasse un deuxième épisode. Parce qu'on a fait 1980-2000. Il y a peut-être des choses sur 1980 qu'il ne nous a pas dit encore. Et il y a des petites questions qui arriveront après. Mais je te propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un deuxième épisode. Je te remercie beaucoup d'être venu. Merci Et Jean-Louis. puis, on a encore plein de questions à te poser. Merci.